7h10 et justement 8h50 ce matin, les grands débats avec nos éditorialistes du jour, Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy. Juste après 9h, Eric Revel sera avec nous et vous appelle comme tous les matins 0826 300 300. Oui, alors on a beaucoup parlé de peuple ce matin avec Lydia Guirousse dans son édito. Grosso modo, les partis politiques qui sont à la recherche du peuple, qui l'ont un petit peu perdu et qui ont perdu la boussole. Elisabeth Lévy qui parlait aussi de son côté d'Emmanuel Macron qui voulait parler à tous, toutes et tous. On veut vous parler et vous voulez aussi nous parler, justement. 0826 300 300. Et on part en Occitanie avec Simon. Bonjour Simon, bienvenue. Bonjour Simon. Oui, bonjour. 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 Alors, Simon, vous vouliez nous parler, toujours évidemment 48 heures après la présidentielle, de ce résultat, quoi, et puis des conséquences, quoi. De l'avenir, peut-être. Oui, alors moi je peux du résultat de cette élection évidemment qui est plus que discutable, mais bon ça a des choses qui a été dit et redit concernant l'adhésion aux gagnants, oui, bien sûr. Oui. Là il faut respecter la légitimité du vote, bien entendu. Là-dessus ça ne se discute pas. Simplement moi ce que je crains un peu c'est l'avenir. Parce que depuis 2017, on a un changement, un chamboulement du paysage politique, même si les choses n'étaient pas parfaites par le passé, et je ne ferai pas du passéisme, bien entendu. Je trouve que cette destruction qui se fait petit à petit m'inquiète. Pour la bonne destruction. Quelle destruction, Simon ? Eh bien, du paysage politique. Du paysage politique, ah oui, d'accord. Oui. Voilà, parce que si vous voulez, maintenant, on va avoir un monoparti. On est arrivé sur un système, moi, que je qualifierais, sans exagération, mais aucune, par rapport, évidemment, à la manière de procéder, évidemment, qui n'a aucune comparaison, un système poutinien, une autocratie. C'est-à-dire, en fait, un pouvoir central assez fort, quoi, c'est ça, et puis qui écrase tout, quoi. Ouais. Mais même pas assez fort, c'est qu'il devient incontournable. Ouais. C'est-à-dire que même les pays, pour survivre, les partis traditionnels maintenant commencent à faire, évidemment, pour des ambitions personnelles, et M. Sarkozy en est l'exemple type, même si lui n'a plus d'ambition, mais il a quand même besoin, d'une assurance vie, a préféré sacrifier son parti pour pouvoir, si vous voulez, garder lui, même par mégalomanie comme d'habitude, ces gens-là, pouvoir rester dans le paysage politique et faire croire qu'il a encore une influence. Ce qui vous inquiète, c'est donc la disparition des partis un peu traditionnels, quoi. Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy, restez avec nous, Simon, et puis si vous voulez vous aussi réagir à ce sujet, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Lydia Guirousse, c'est vrai qu'il y a une menace, quoi, sur ces partis traditionnels. C'est inquiétant ou pas? Ou finalement c'est un renouvellement de la vie politique? Je pense que c'est d'abord ces partis traditionnels ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui. Ils se sont divisés, ils se sont déchirés, ils sont plutôt tombés dans des querelles d'ego plutôt que de proposer une vision et puis de vraies propositions pour répondre aux besoins, aux attentes des Français. Donc ils doivent véritablement faire leur autocritique avant de dire c'est la faute des autres. Ensuite, il y a effectivement une redistribution de la vie politique française. J'ai l'impression qu'on va vers une forme pas de bipartisme, mais de tripartisme, avec un pôle très à gauche, un autre très à droite, et puis un grand parti centriste, dit le camp des raisonnables. Voilà, donc il y a le camp des raisonnables. Il le présente comme ça. Donc, il y a un renouvellement, il y a une redéfinition, c'est l'évolution de la politique. Il y a toujours eu des partis politiques qui sont morts, qui sont nés, ça a toujours... on est là dans une forme de transition qui va être peut-être déstabilisante pour certains, mais qui va ouvrir une nouvelle ère. Est-ce que c'est inéluctable, Elisabeth Lévy et Simon, donc j'aimerais bien qu'ils réagissent à ce que vous venez de dire. D'abord, j'ajouterais à ce qu'a dit Lydia que moi, à mon avis, ce qui a miné les grands partis, en particulier le PS et LR, c'est leur incohérence idéologique. C'est-à-dire, on peut avoir des nuances dans un parti, mais avoir dans un même parti, si vous voulez, des gens qui sont quasiment pour l'Europe fédérale
et des souverainistes, si vous voulez, il y a un moment, ça n'a pas de sens. Et on pouvait dire la même chose au PS, où on avait des quasi-indigènes, si vous voulez, et des laïcards républicains. Donc, enfin, je dis ça, je dis laïcards, mais pas du tout en mauvaise part. Indigénistes, vous voulez dire, oui. Enfin, non, d'un côté des indigénistes et de l'autre côté des laïcs républicains, si vous voulez. Donc, il y a un moment, il faut quand même que dans un parti, on ait une cohérence idéologique. Et je pense que ça va se poser à l'AREM, parce que à part être le parti de la raison, si vous voulez, ce qui est quand même un peu contestable, et être le parti du président, pour l'instant, si vous voulez, je ne vois pas tellement de lignes vertébrales idéologiques. Donc, on est dans une période, effectivement, où se redéfinissent des clivages. Est-ce que ce sera... Et le clivage, on voit bien que c'est compliqué, parce que le clivage droite-gauche n'a pas disparu, mais il se superpose avec d'autres. Moi, je l'ai dit ce matin, ce qui m'inquiète, si vous voulez, j'ai trouvé que le discours du président était pas très encourageant de ce point de vue-là. Il s'est adressé avec des tas de mamours aux électeurs qu'il avait ralliés, les rouges et les verts, comme je l'ai dit, les écolos et Mélenchon, et les mélenchonistes. Ah, vous êtes merveilleux, vous avez fait votre devoir. Et puis les lepénistes. Oui, bon, je suis le président de tous les Français, mais il va falloir en gros marcher droit. Et moi, je pense que ce qu'avait écrit Christophe Guy, lui, est en train de se réaliser, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la France qui, alors peut-être qu'on la subventionnera, mais qui, contrairement à ce qu'a dit le président, va être culturellement, une fois de plus, laissée sur le bord de la route. Et ça, je pense que si elle pense, cette France-là, que le seul moyen de se faire entendre, c'est de sortir dans la rue, on va pas vers des jours très faciles. Oui, pas très facile. Simon, vous êtes d'accord en résumé avec ce qui vient d'être dit ou pas? Oui, tout à fait. Bon, surtout la deuxième partie. Ouais. Concernant Lydia, je me permets de l'appeler par son prénom. Excusez-moi. D'abord, j'ai eu l'occasion de voir ces intervenants parce que je suis aussi, je ne veux pas parler d'une chaîne concurrente, mais que vous connaissez, sur lesquelles vous intervenez tous. D'accord. Qui me déçoit quand même par moment. Voilà. Bon, moi, simplement, j'ai quand même une chose très importante à dire. Je suis d'accord sur les faits que les partis eux-mêmes, comme je l'ai dit, M. Sarkozy en est un fervent responsable, se sont un peu, comme on dit, savonné la planche. Pour des raisons, évidemment, d'ambition personnelle, de choix de poste. Bon, Estrosi, Carl Olive, qui vient aussi dans cette émission, sont les premiers à avoir vendu leur âme. Entre guillemets. Bon, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Simplement, moi, je ne suis pas aussi optimiste dans la recomposition du paysage politique. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce deuxième tour nous a prouvé effectivement qu'il faut quand même se méfier. Pourquoi ? Le camp des raisonnables. C'est quoi les raisonnables? Les raisonnables, c'est les gens qui ont le ventre mou, qui ne décident rien, qui ne prennent pas de décision, qui se laissent, je veux dire, dicter leur conduite par l'Europe, qui l'Europe évidemment n'est pas forcément en accord avec nos décisions, je veux dire, nationales. Bon, l'Allemagne ne fait pas du tout la même erreur. Donc ça déjà ça m'inquiète. On me dit qu'il y aura trois partis, deux en périphérie, trois blocs. Allez, trois blocs, deux en périphérie qui sont forcément rejetés par tout le monde. Tout le monde, je veux dire, les gens qui ont le pouvoir, je veux dire, d'influer sur l'opinion publique et les médias particulièrement. Et un bloc raisonnable, donc, et j'en reviens toujours à mon inquiétude, qui est l'autocratie. L'autocratie, parce que de toute façon, tout a été construit comme ça. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, on peut débattre et réagir à ce que vous venez de dire, hein, mon cher Simon. 0826 300 300, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce qu'on on va vers un bloc central très fort et qui va mettre aux marges deux autres partis, deux autres blocs, mais qui sont peut-être un petit peu moins puissants et qui seront là pour faire je sais pas quoi de la figuration, ou en tout cas ou alors au contraire de l'agitation dans la rue, ce que disait Elisabeth Lévy et Lydia Guérousse dans un instant. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. A tout de suite, il est 8h59. Et dans un instant, la suite des grands débats avec Lydia Guérousse et Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. Mais d'abord, et sur toutes nos questions du jour, notamment parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais sur ce rejet de Marine Le Pen de l'appel d'Éric Zemmour. De l'Alliance, que lui propose Éric Zemmour. Est-ce que, selon vous, elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Ou ça n'a pas de sens? Ou ça n'a aucune importance? Pour l'instant, vous dites qu'elle a tort à 55%. Elle a raison à 16% avec
Villeneuve qui nous dit « Cela prouve que le RN a du chemin à faire pour comprendre la démocratie », entre autres. Et Jackie nous dit « Le grand bal des alliances commence, les mêmes erreurs également. Ils sont fort probables d'avoir une Assemblée nationale identique au premier quinquennat. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? 0826 300 300, vous pouvez réagir. Et de même que vous pouvez réagir sur l'un des autres sujets qu'on a évoqués ce matin. Et on va en parler aussi avec nos éditorialistes dans un instant. Elon Musk, quand même. C'est le nouveau maître du monde. Alors, il a déjà Tesla, il a SpaceX, il envoie des personnes donc dans l'espace. Comme qui rigole. Il est en train de s'agrandir, en fait, en pleine extension dans le monde entier avec ses voitures. Et là, et plus d'autres projets. Et donc là, il a racheté moyen de communication Twitter. Oui. Et il dit, alors que Twitter, pour certains, c'était plus ou moins mort, en fait. Lui, il dit que non, c'est vraiment la plateforme où tout va se jouer à l'avenir, en tout cas pour la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez aussi En tout cas, pour ceux qui votent chez nous sur ce Sud Radio, vous dites que c'est une bonne chose à 70%. Qu'il est racheté. Oui, qu'il est racheté. C'est une menace 6%, une concentration de puissance 12% et sans avis 12%. Voilà, vous continuez de commenter et vous nous appelez bien entendu à ce sujet 0826 300 300. En attendant, Éric Revel est avec nous dans les starting donc, blocks. dans la présidentielle. Sud Radio présidentielle 2022. Bah oui, parce Bonjour, que c'est Éric pas Revel. terminé en fait la présidentielle. Ça continue avec les législatives. Bonjour Éric. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Où en sont donc pour les législatives les dernières manœuvres, les dernières tractations ? Oui, je vais vous donner de l'analyse et puis quelques chiffres. Grande manœuvre, c'est parti. La gauche, il faut le dire, grâce à Jean-Luc Mélenchon, a pris de l'avance. La nouvelle Union populaire, d'ailleurs, ressemble furieusement à l'Union de la gauche de 1981, mais avec quel programme commun ? Ça, c'est toute la question, si on fait le parallèle avec 81. Avec quel programme commun ? C'est l'enjeu des négociations actuelles entre LFI, le PS, les communistes et les Verts. Alors, les LR, vous avez eu ce matin comme invité Gilles Platré. Les LR sont dans une sorte d'impasse. On l'a bien compris. Une partie des députés, grâce ou à cause de Nicolas Sarkozy, pourrait rejoindre La République En Marche. Il y a une réunion aujourd'hui du comité stratégique des Républicains. On verra ce qu'il en sort. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a 101 députés les Républicains à l'Assemblée nationale. 101 députés, retenez bien ce chiffre. Enfin, du côté du RN et de Reconquête, aucun accord ne semble possible à ce stade. Zemmour, a tendu la main, on l'a entendu, mais avec maladresse. Et Marine Le Pen a de la mémoire, elle est rancunière. La droite radicale est elle aussi dans une sorte d'impasse. Oui, parce que derrière aussi cette bataille des législatives, certes, il y a donc ces sièges de députés pour être un contre-pouvoir à l'Assemblée, mais il y a aussi les moyens financiers des partis politiques qui sont en jeu. Oui, on en parle parfois, mais on en parle rarement, parce que s'allier, c'est évidemment partager la recette des subventions que l'État verse chaque année pour chaque député élu au parti. Il y a les convictions politiques, Patrick, certes, mais il y a aussi les convictions du tiroir caisse dont aucun parti ne peut s'exonérer. 3 chiffres à retenir, les subventions annuelles pour les partis politiques à l'Assemblée nationale versées par l'État, c'est 65 millions d'euros. 65 millions d'euros. Un député rapporte par an 37 500 euros. Si vous avez 20 députés, par exemple, à l'Assemblée nationale, sur 5 ans, votre parti politique empoche 4 millions d'euros. Oui, il faut les payer quand même aussi. Et première projection sur la composition de l'Assemblée nationale, il y en a déjà. Qu'est-ce que ça donne ? C'est très très intéressant d'après Harris, donc c'est une projection, c'est une première projection avec 2 hypothèses, alliance entre certains partis et pas d'alliance. Alors s'il n'y a pas d'alliance, d'après cette projection Harris, La République En Marche engrangerait jusqu'à 368 députés. Je rappelle qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, donc 368, ça vous donne la majorité absolue. Le RN, dans cette première hypothèse, sans alliance, irait jusqu'à 105 sièges, les Républicains 65 sièges, 65, ils viennent de 101, et puis la France Insoumise 45, jusqu'à 45, le PS jusqu'à 40 sièges, et le Parti communiste jusqu'à 10 sièges. Si vous additionnez LFI, PS et PCF sans alliance, vous avez 95 sièges. Maintenant, l'autre hypothèse de Harris, c'est des alliances. C'est des alliances dont je viens de parler, à gauche, dans la droite radicale ou avec les Républicains et LREM. Alors, c'est très simple. LREM plus LR tout en partie, c'est 366 sièges. De nouveau, la majorité absolue pour le parti du président de la République. RN plus
la reconquête de Zemmour, ça donnerait 147 sièges en cas d'alliance. Et la gauche unie, eh ben, ce serait 93 sièges. Vous voyez, c'est quasiment le même étiage à gauche. Finalement. En cas d'alliance qu'en cas de non-alliance. Ça sont les premières projections. Donc vous le voyez, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, en tout cas à partir de cette première projection, elle semble très loin. Il veut devenir le Premier ministre, mais avec 95 ou 93 sièges, suivant qu'il y a union à gauche ou pas union à gauche, on est loin, évidemment, pour la gauche, de la majorité absolue. En tout cas, ça rejoint ce que disait Simon et ce que l'on développait tout à l'heure avec Lydia Guirousse et avec Elisabeth Lévy. C'est-à-dire que finalement, il risque d'y avoir un gros bloc central en fait très très fort. Et là, s'il y avait cette projection 365, 368 qui se confirmait, tout le pouvoir serait concentré. Elisabeth Lévy. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que depuis 3 jours, il y avait la petite musique, c'était de dire, vous allez voir, les Français vont imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Alors là, si j'en crois les projections que vient de nous donner Eric, de cohabitation, il n'y aura point. Ouais. Et c'est un problème. Alors, si vous voulez, on verra, c'est un problème parce que Emmanuel Macron, vous vous rappelez, il a dit je le sais que je n'ai pas été élu sur mon programme, sauf que tout ça sont des belles paroles, si vous voulez, et que évidemment, il aura tendance à l'oublier. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, que ce soit Macron ou Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre. Si vous voulez, j'ai été très pour la 5e dans pur et dur avant, et le fait que finalement on n'est jamais obligé dans la vie politique française de faire des compromis, de satisfaire certaines demandes dans un électorat, etc. Bien, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. En fait. Ouais, bon, Lydia Guirousse, quand vous voyez ces projections. Je me dis qu'en fait, il est quand même assez solide ce pôle central, parce que ce soit avec ou sans accord avec un parti, notamment comme les Républicains, le nombre de députés n'évolue pas beaucoup. Non, donc ils sont quand même, alors qu'on disait qu'ils étaient très fragiles, parce que certains d'entre eux n'ont pas franchement brillé, eh bien on voit que l'élan de la présidentielle se maintient. Et pour la République en marche, là, vous pour parlez. La République en marche, oui, parce que je parle de 368. Et la différence, la différence avec ou sans accord avec les Républicains, elle est quasiment nulle, quoi. Donc on voit qu'ils sont très forts seuls. Et après, le élisez-moi Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, c'est un beau coup médiatique, mais c'est une vaste farce, quoi. Enfin, ils se moquent un petit peu de l'intelligence des Français en leur faisant espérer qu'ils pourront renverser la table et vivre le grand soir avec lui à l'occasion des législatives. Non, puisque les projections sont de 10 pour la France Insoumise, et ils auraient, si on additionne la France Insoumise, le PS, on est très loin. On est très loin. Ouais, ça n'a pas de sens, quoi. Ce élisez-moi de Jean-Luc Mélenchon, à part faire parler de lui. Mais Eric, est-ce que s'il y avait une abstention très forte, ça pourrait, un peu comme ça s'est passé lors des législatives et des régionales, c'est-à-dire que ça a favorisé d'autres forces politiques, en l'occurrence parfois des écologistes, le PS et des républicains localement, quoi. Est-ce qu'il pourrait y avoir la même situation? A priori, non. Ça dépend de la force ou pas de l'abstention, quand même. Il s'agit d'une première projection, réalisée par Harris. Je vous redonne rapidement parce que c'est intéressant. Pour la gauche, si elle est désunie, elle obtient 95 sièges, dans ce cas de figure. 45 45 pour LFI, 40 pour le PS, et 10, jusqu'à 10, c'est jusqu'à, pour le Parti communiste. Ça fait 95 sièges. Si elle est unie, le décompte d'Harris, première projection, c'est 93 sièges. Donc pareil. On est loin, évidemment, de la majorité absolue. Mais à mon avis, le fond du débat, au-delà de cette première projection qui en amènera d'autres, évidemment. On n'est pas encore tout à fait rentré dans la campagne, on ne sait pas quel accord pourrait avoir la gauche. Est-ce que les Républicains resteront seuls? Est-ce que RN et Reconquête s'allieront? Bon, mais le fond du problème, à mon avis, il est le suivant. C'est que lorsqu'on entend Emmanuel Macron nous expliquer qu'il a compris, qu'il va gouverner dans la bienveillance, qu'il va faire participer davantage les citoyens aux décisions
millions de réformes qui va le prendre. La vraie question qui se pose, c'est que si vous avez une majorité absolue, je le rappelle, pour La République En Marche, 368 jusqu'à 368 députés s'il n'y a pas d'alliance et 366 s'il y a alliance, est-ce que si vous avez une majorité absolue, vous allez alléger votre façon de gouverner ou vous allez prendre des décisions en tenant compte des avis des uns et des autres? Oui, pas forcément, puisque vous avez été réélu président de la République et vous avez une Assemblée nationale qui est largement, d'après cette première projection, à vos couleurs. Oui. Donc c'est une vraie question de politique et de partage du pouvoir. Si l'Assemblée nationale donne une large majorité au président de la République, on ne voit pas pourquoi il infléchirait sa politique en écoutant davantage les citoyens, d'autant qu'il aura le beau rôle en disant les citoyens, je les ai écoutés puisqu'ils viennent d'élire plus de 360 députés à l'Assemblée nationale pour mon parti. Je pense qu'il ne peut pas se permettre de le faire sans avoir entendu le message quand même de la présidentielle, parce qu'à la présidentielle, certes, il gagne avec un score qui a salué 58%, on pensait que c'était plutôt 54%, mais il y a quand même une poussée de l'extrême droite, il y a quand même Marine Le Pen qui a progressé, qui a gagné des millions de voix, donc ils peuvent pas se permettre. Il y a eu les gilets jaunes aussi pendant ce quinquennat. Je pense qu'ils pourront pas se permettre de dire ok, on a la majorité absolue, on fait sans entendre les Français. Sinon, dans 5 ans, c'est les gilets jaunes pendant 5 ans, mais puissance 100, et puis ça sera un Trump. Je voulais vous redonner un candidat. Je vais laisser parler Elisabeth, mais juste sur les 3 blocs, qui sont testés, La République En Marche, Rassemblement National et la gauche, le seul moment où il y a un accroissement fort, d'après cette projection, du nombre de députés, c'est s'il y a une alliance entre le Rassemblement National et Reconquête. On passe de 105 députés jusqu'à 105 députés dans l'hypothèse sans alliance pour le Rassemblement National, à 147, 148 jusqu'à 147, 148 députés, au cas où il y aurait, mais improbable pour l'instant quand on écoute les deux leaders, une alliance entre le Rassemblement National et Reconquête. Oui, et Elisabeth Lévy, d'un mot ? Oui, ce qui laisse penser, cher Eric, que Marine Le Pen ferait mieux de mettre ses problèmes de rancœur et de côté et de s'intéresser à son intérêt. Non, mais moi je crois pas du tout, si vous voulez, je crois que d'ailleurs la question n'est pas Emmanuel Macron, sauf qu'en plus là il n'a pas de réélection à assurer derrière. Donc si vous voulez, je crois qu'il sera au contraire porté, parce que si vous voulez, les macronistes, ils sont caractérisés par une chose, c'est qu'ils pensent qu'ils ont raison sur tout et qu'ils savent tout, qu'il faut qu'ils expliquent au bon peuple ce qui va être bon pour eux, et là s'ils ont tous les pouvoirs, effectivement, moi je pense qu'ils sont comme Eric, qui seront pas du tout portés à écouter quoi que ce soit, mais au contraire à faire notre bien, y compris malgré nous. Et moi je crains vraiment si vous voulez, que du coup, si la politique ne civilise pas les conflits, si elle ne les prend pas en charge, eh bien, ces conflits se jouent autrement, forcément. D'ailleurs, on en parlera. Moi, je crains beaucoup leur mépris de classe. On en parlera d'ailleurs avec Michel Viervorka, qui sera notre invité tout à l'heure, et qui vient de sortir en fait ce livre. Alors, Monsieur Macron heureux, point d'interrogation, et qui lui appelle donc à un infléchissement vers la gauche et non pas vers la droite. On verra ça avec lui à 9h30 tout à l'heure. D'ici là, on va parler d'Elon Musk aussi, et puis les auditeurs qui ont la parole cadeaux, et le cadeau. Alors. Bah oui, on va appeler 0826 300 300. Elle a appelé, elle s'appelle Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour. Bernadette, vous nous appelez des Hautes-Pyrénées? Oui, tout à fait, c'est ça. Où dans les Hautes-Pyrénées exactement? Alors, un petit village à côté de Lannemezan, à Tré-sur-Baïse. D'accord. Combien d'habitants? Il y a 800 habitants à peu près. D'accord, donc ça rentre dans nos cordes, puisqu'on a des diagnostics et des critères importants. Et vous allez partir, alors on va vous offrir ce cadeau, puisque vous allez partir à Port Aventura. C'est au sud de Barcelone, et vous allez gagner un séjour, écoutez bien, pour 2 adultes, 2 enfants, 3 jours, 2 nuits, les petits déjeuners inclus bien entendu, Port Aventura et aussi Ferrariland, si quelqu'un de votre famille aime bien les voitures qui vont. C'est super. Merci beaucoup. Vous y êtes déjà allé ou pas? Non, pas du tout, justement pas du tout. Et en fait, c'était dans mon projet aussi, mais voilà, c'est super. Alors, est-ce que vous parlez espagnol? Non, pas du tout. Alors, répétez après moi. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Et voilà, déjà vous êtes bien. Vous avez 2 trucs, c'est super. Bon. Voilà, vous êtes parti. Donc on peut partir. Dites-moi Bernadette, vous avez une célébrité dans votre village, non? Oui,
oui. Alors c'est juste à côté, c'est à 15 km à peu près. Ouais. Voilà, puisque nous avons l'honneur. Antoine Dupont. Le meilleur joueur du monde de rugby. C'est ça, voilà, c'est un honneur. Et, vous le connaissez, évidemment, vous le connaissez un peu personnellement ou pas? Alors je connais plus sa maman et son oncle, voilà. Et, mais bon, c'est la famille Dupont, le Magnois, qui est une belle famille, parce que je suis quand même magnoacaise d'origine. Voilà, donc voilà, c'est notre fierté du village, l'idole de tous les enfants. Il est génial. Même l'idole de Cécile. Je vous donne son numéro de portable, vous le glisserez à Antoine Dupont parce qu'elle attend toujours. Oui, mais par hasard, vous le glissez par hasard, comme ça. Vous le posez sur la table, genre en on vous embrasse, Bernadette. En tout cas, Bernadette, vous êtes notre fierté aussi. Merci beaucoup de nous écouter chaque matin. On vous embrasse, embrassez tout le monde pour nous. Merci. Et bon voyage à Port Aventura et hasta mañana. Au revoir Bernadette, merci d'avoir été avec nous, je vous embrasse. Merci, au revoir. Avec plaisir, restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, on revient dans un instant. On parlera, ici. ¿Hablas español? Sí, un poquito. Sí. Soy un alumno que trabaja muy bien. Sí. Oui, oula. Oui. Magique. Oh là là. À tout de suite. À tout de suite. Des vieux souvenirs. Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h24, ça continue les grands débats ce matin. Lydia Guirousse, Elisabeth Lévy, Éric Revel et on n'attend pas Patrick, mais ça tombe bien parce qu'il est en ligne. 0826 300 300. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Vous réagissez sur l'actualité et de nouveau sur la présidentielle, mon cher Patrick, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, en fait, moi, mon avis, c'est que une des raisons de l'abstention qui est quand même assez haute pour l'élection présidentielle et aux autres élections, c'est qu'en fait, depuis que la France est intégrée dans l'Union européenne, en fait, les gouvernements français ne gèrent plus l'économie de la France. En fait, ils peuvent faire tous les programmes qu'ils veulent, et les candidats peuvent faire n'importe quel programme. De toute manière, il ne sera jamais applicable parce qu'il ne correspond pas à ce que veut l'Union européenne. Oui, alors c'est vrai. Éric Revel, vous qui connaissez bien toutes ces questions, c'est vrai qu'on est lié et on doit respecter en fait des règles européennes. Mais aujourd'hui, on peut éventuellement prendre un petit peu plus le large. On l'a fait par rapport aux fameux critères, quoi. Éric répondait à Patrick, non? On ne peut pas. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a la façon dont effectivement les déficits budgétaires, les déficits budgétaires ont rendu caduques les fameux critères de Maastricht normalement qu'on devait respecter à la lettre. Bon, tout ça est pour l'instant parti avec l'eau du bain. Mais où je partage l'avis de Patrick qui est au téléphone, c'est que en réalité vous avez une temporalité, une durée de temps pendant laquelle vous devez transposer les fameuses directives européennes. Lorsqu'une décision est prise avec les membres de l'Union européenne, vous avez quelques années pour transposer une directive européenne qui est en fait le nec plus ultra des orientations économiques ou sociales de Bruxelles. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais les fédéralistes vous diront que tout cela est décidé avec les représentants des États membres. Donc c'est pas Bruxelles qui serait une sorte de direction non incarnée qui déciderait, ce sont les États membres aussi qui avalisent. Le problème, c'est que la plupart des États membres qui dirigent, entre guillemets, la politique à Bruxelles vont tous dans le même sens. Donc on n'a pas d'autre choix, effectivement, que de transposer des directives européennes dans le droit français qui impliquent des non-choix politiques et économiques. Maintenant, il faut quand même reconnaître aussi une chose, parce qu'il faut le dire. Alors certains vont me dire que ça sert à rien les ronds-points, mais il faut rappeler quand même que l'Union européenne finance énormément d'infrastructures dans les pays membres. Ça, c'est quand même une chose évidente qu'il faut rappeler. Même si, évidemment, on pourrait faire le calcul de ce que l'on verse à l'Europe et de ce que l'on reçoit. Mais sur la transposition des directives, oui, on n'a souvent pas le choix de les transposer, ou si on les transpose pas, on se heurte et on s'expose à des réprimandes de Bruxelles. Allez, vous avez vu juste, Patrick, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Je voudrais d'un mot avec vous faire un petit tour sur
sur Elon Musk qui a racheté Twitter. Est-ce que ça vous choque quelque part en fait, ou alors ça vous laisse complètement indifférent, Lydia Guérousse? Elon Musk, on rappelle, c'est le grand tycoon en fait avec Tesla, avec SpaceX et qui a acheté quand même Twitter 44 milliards de dollars quoi. Alors ça me choque pas, c'est une entreprise donc elle est à vendre et celui qui veut l'acheter fait une proposition, mais moi ce qui m'inquiète c'est la question de la modération sur Twitter. Il s'est dit très attaché à la liberté d'expression. Ouais. Jusque-là je le suis, mais en indiquant qu'il fallait être dans les cadres de la loi. Alors sans doute parle-t-il de la loi américaine et il me semble qu'il n'est pas véritablement favorable à augmenter la modération sur Twitter, une modération que certains voient comme une censure, mais une modération qui permet aussi, si elle était renforcée, d'éviter les propos qui sont des menaces, le harcèlement et ce genre de choses. Pardon, mais pour l'instant sur Twitter... ça marche pas très bien, ils ont deux non mais c'est pas seulement ça, Lydia, pardonnez-moi. Mais le problème aussi, c'est que la loi américaine est extrêmement restrictive. Par exemple, vous pouvez pas montrer un bout de sang. Si vous voulez, donc il y a un puritanisme. Sur Twitter, bon, attendez, est-ce que je peux finir? Merci. Oui, Patrick, enfin. Voilà. Merci. Bon. Juste, moi, ce qui m'inquiète, Patrick, vous l'avez dit ce matin, c'est que tout simplement, on a un individu. Si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose que de fabriquer des bagnoles. On a un individu ou une entreprise, si vous voulez, qui a un pouvoir politique énorme. Parce que ce pouvoir sur la liberté d'expression, c'est énorme. Et ça ne devrait relever que des pouvoirs politiques, en vrai. Ça ne devrait pas, si vous voulez, on ne devrait pas être soumis à Twitter, Facebook et aux autres pour savoir ce qu'on a le droit de dire ou pas. Ça m'inquiète énormément, oui. Mais je suis pas sûr que le rachat par Elon Musk change la donne. Éric Revel, d'un mot? Alors sur le fond, et puis de manière anecdotique, sur le fond, il y a des synergies possibles entre le fait de produire des voitures et le fait de racheter une grande messagerie, un grand réseau social comme Twitter. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et vous savez que de plus en plus dans les voitures, on embarque de l'intelligence artificielle. Donc les développements synergiques, les développements digitaux sur Twitter pourraient être une forme de relais de croissance en intégrant de l'intelligence artificielle développée par Twitter à l'intérieur des fameuses Tesla de Musk. Ça, c'est pour le fond, un peu sérieusement. Et puis, de manière plus anecdotique, vous avez vu qu'il a posé aussi la question de savoir si les comptes qui avaient été bannis pourraient revenir sur Twitter. Et évidemment, tout le monde pense à celui de Donald Trump, qui avait décidé de créer son propre réseau social. Et si Musk met à exécution ce qu'il a promis, ça veut dire que Donald Trump va bientôt pouvoir de nouveau communiquer sur Twitter à la grande joie ou au grand mépris de ceux qui guetteraient ce retour sur Twitter dont je fais partie, je l'avoue. Oui, d'autant qu'ils se connaissent bien. Elon Musk et Donald Trump se connaissent bien. Absolument. Bannissement qui était scandaleux d'ailleurs. Merci en tout cas.